Euh, Maintenant, continue d'apprendre le jeu d'instruction risque 5. Instruction, directive, entrée, sortie, branchement, appel de routine et bibliothèque. Donc, maintenant, avec vous, on sait comment faire des calculs élémentaires, addition, soustraction. Et maintenant, on va apprendre comment programmer les autres éléments. Donc, on verra avec vous les éléments d'assembleur risque 5, entrée-sortie, seulement du débutant, structure de contrôle et bibliothèque et appel de routine. Et je vais terminer le cours par une courte conclusion. Les éléments d'assembleur et risque 5. Les ressources, vous pouvez regarder la syntaxe officielle, le document officiel sur la syntaxe risque 5. Vous pouvez regarder la syntaxe GNU Assembler, la fiche de référence, aide-mémoire. C'est ça, je vous suggère d'imprimer OpenRisk 5 Reference Card. Ça, c'est le document court avec tous les détails sur les formats existants, les instructions existantes et l'information, comment les mnémoniques sont traduits en code machine. Donc, tout est là. La même information est disponible dans notre simulateur. Ça suffit de cliquer sur le bouton Help. Le terme assembleur, on emploie pour spécifier l'outil qui permet de faire la traduction langage d'assemblage, langage machine. Et aussi, ce terme aussi est utilisé pour définir le langage d'assemblage. Assembleur. Le code assembleur, c'est un programme qui est écrit en langage d'assemblage. Dans notre cours, ce sera notre code source. Le code machine, c'est un programme écrit en langage machine. Langage machine, c'est un langage binaire où les champs binaires sont formatés selon certains formats. Nous avons vu format U, format R, format I, mais il existe d'autres formats. C'est vraiment comme il faut encoder l'information sur les différents champs et c'est ces champs binaires qui sont formatés d'une certaine manière qui représentent le code machine. Chaque code machine est spécifique à une architecture. C'est ISA, c'est Instruction Set Architecture. C'est le jeu d'instructions. Il existe une correspondance entre le langage d'assemblage et le langage machine. La traduction est directe. L'outil assembleur, dans le cadre de notre cours, on va plutôt employer le terme outil, fait la traduction du code en langage d'assemblage vers le code machine. Les instructions sont encodées en binaire. Les instructions machines sont représentées en binaire et sont encodées dans l'architecture RISC-V sur 4 octets. Il ne faut pas confondre les instructions machines avec les pseudo-instructions. Nous avons vu avec vous, les pseudo-instructions peuvent encoder une ou plusieurs instructions machines. L'exemple add immédiate X1, X0, 10. Donc, comme vous pouvez voir, le code machine correspondant est encodé sur 32 bits ou c'est 4 octets ou 8 chiffres en base 16. C'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est le code machine correspondant. En langage d'assemblage, à part d'instructions, on a les directives. Une directive est destinée à l'assembleur, à l'outil de traduction et commence par un point. La syntaxe et la sémantique particulière qui est utilisée pour les directives.
Les directives peuvent générer le code binaire ou non. Et l'exemple, point ASCII, comme vous voyez, ça, c'est la directive. En risque 5, après cette directive, on spécifie une chaîne qui utilise l'encodage ASCII, hello. Cette directive génère le code binaire, va traduire la chaîne de caractères spécifiés après cette directive en code binaire. Vous savez que pour encoder des caractères, on utilise les tables d'encodage. La plus vieille table d'encodage, c'est la table d'encodage ASCII. Et chaque caractère est encodé en code binaire sur 8 bits dans l'encodage ASCII. Mais les détails, on verra encore avec vous sous peu. L'assembleur n'est pas normalisé et il y a beaucoup d'assembleurs et de différents outils. Et pour une même architecture, on pourrait avoir plusieurs outils. On va utiliser dans le cours notre simulateur RARS. C'est RISC-V Assembler and Runtime Simulator. Nous avons déjà vu cet assembleur, ce simulateur. Comme j'ai déjà dit, le code de source en assembleur doit être formaté en colonnes, étiquettes, instructions, directives, opérandes, commentaires. Bien sûr que cette structure n'est pas obligatoire, mais quand même va être exigée si vous voulez avoir la totalité de points pour vos exercices, vos TP. Il faudra absolument respecter ça et au lieu de coder et coller toutes les informations ensemble pour rendre le code incompréhensible. L'objectif de ce formatage, c'est de rendre le code lisible pour l'humain. Absolument, il faut commenter votre code, éviter les commentaires inutiles qui explicitement répètent la signification de chaque instruction en langage d'assemblage. Mais je vais comme revenir vers les directives, quel commentaire il faut mettre sous peu dans quelques diapositives. D'abord, on va spécifier les éléments l'un parlant de l'assembleur. Les valeurs, nous avons déjà vu qu'on peut exprimer des constantes numériques entières littérales. L'exemple en base 10, on peut exprimer ces constantes 42. Les constantes en base 16, il faut utiliser le préfixe 0x. On peut spécifier des caractères avec l'encodage ASCII. Ça suffit de mettre les simple guillemets autour d'un caractère. Ici, 42 en décimale, 2A en hexadécimal, le code ASCII étoile sont encodés en binaire par la même chaîne binaire. Un petit peu de l'encodage des caractères. Le code ASCII a été proposé en 1968. Avec chaque caractère, on a proposé d'utiliser un code binaire exprimé sur 7 bits. ASCII, cette abréviation signifie American Standard Code for Information Interchange. Vous pouvez consulter les détails sur ASCII en tapant la commande sur Unix manual. La table d'encodage ASCII, c'est une table en 2 dimensions. Il y a comme les bits les plus significatifs qui sont placés sur les lignes. Colonnes, ça c'est les bits ou c'est le contraire.
Ça, c'est bits, les bits les plus significatifs, les moins significatifs. Les 32 premiers codes encodent des caractères de contrôle peu utilisés pour la plupart. Les majuscules et minuscules diffèrent d'un seul bit. Donc, nous avons les caractères majuscules, minuscules, chiffres, certains signes de ponctuation et les caractères non imprimables comme saut de ligne, tabulation et les caractères qui spécifient, c'est ça, c'est les signaux de contrôle. Les autres types d'encodage, ça, c'est les standards, comme d'encodage, famille ISO, représenté par un code de 8 bits, inclus ou étant l'encodage ASCII, possède 16 codes compatibles pour divers langages. La norme ISO comme 88591 inclut des lettres accentuées des langues de l'Europe de l'Ouest, français, allemand, espagnol, islandais, et des symboles divers portent le nom latin 1. Déjà, comme avec 8 bits, on peut encoder deux exposantes 8 combinaisons binaires associées, deux séquences 6 combinaisons binaires différentes, et ce qui a permis d'inclure les caractères accentués. Ça, c'est la table d'encodage latin 1. Les codes de 8.0 à 9F sont non définis. A0 est un espace insécable, donc AD. Encore une fois, ce n'est pas tous les symboles qui peuvent être encodés sur un octet. Et finalement, pour accommoder l'encodage de tous les symboles de toutes les langues du monde, c'est la table d'encodage Unicode qui a été proposée. Donc, c'est tous les caractères, symboles, même emojis, on trouve dans cette table d'encodage. Et c'est la table Unicode qui est utilisée pour encoder des caractères dans plusieurs langages de programmation, comme Java, Python. Ça, c'est les tables Unicode. Les versions, il existe plusieurs versions de l'encodage Unicode, une demi-douzaine, mais les encodages principaux UTF-8 permet de spécifier les caractères sur les tailles variables, utilise 1, 2, 3 ou 4 octets. La table ASCII est intégrée dans la table d'encodage Unicode pour les raisons de compatibilité. La majorité des pages web, 98%, utilisent l'encodage UTF-8. UTF-16 encore utilise la taille variable, un ou deux paquets de 2 octets. C'est compliqué, il y a le problème de boutisme, donc on va discuter ça. Caractères, surtout comme les caractères qui sont représentés par le petit code sur un octet, comment les textes sont formés par ces caractères. Et les transferts sont effectués par les paquets qui combinent plusieurs caractères. Et numéroter les octets dans un plus gros paquet, c'est ça, il faut suivre la convention de quel côté on numérote. On verra avec vous, c'est ça, c'est le boutisme. Il existe les deux conventions, gros comme boutisme et petit, c'est petit bout, gros bout, ça c'est little end, big end. Et avec les différentes conventions, les numérotations commencent de différents côtés et ça cause parfois les problèmes de compatibilité. Les
registres, c'est normalement possèdent les noms symboliques et jouent les rôles différents dans les différentes architectures. RISC-V, nous savons déjà que possède 32 registres généraux adressés de 0 jusqu'au 31. Tous les registres suivent la norme comme IBI. Ça, c'est IBI, c'est Application Binary Interface. Les registres de A0 possédant les noms de A0 à A7, 8 registres A. Ça, c'est le nom symbolique. Les adresses de 10 à 17 doivent être utilisées pour argument. Donc, ce sont les registres dédiés. S'il vous plaît, respectez cette convention. N'utilisez pas les registres A pour faire les calculs. Ce sont créés pour des arguments. Les registres T0 jusqu'à T6, les adresses de 5 à 7 et 28 de 28 à 31 temporaires. Ce sont des registres qui peuvent être utilisés pour faire les calculs, un registre d'usage généraux. S0 à S11, avec les adresses 8, 9 et 18 de 18 à 27. Ces deux registres sauvegardés aussi sont utilisés par des compilateurs pour sauvegarder dans ce registre, pour associer ce registre aux variables. Donc, on peut les utiliser. Le registre 0, nous avons déjà vu, registre particulier toujours contient la valeur 0. Et ça, c'est return address. L'adresse avec le registre avec adresse 1. C'est un registre dédié, encore une fois, on ne le touche pas. Nous avons touché dans l'exemple précédent, mais maintenant, avec les vrais programmes, on va l'utiliser seulement dans le contexte pour retourner à partir d'une fonction. RA automatiquement va être chargé par le système avec l'adresse de retour pour implémenter les appels de fonction et retour au point d'appel. SP, registre dédié stack pointer avec adresse 2, pointeur de pile. Permet de gérer la zone mémoire pile d'exécution. GP Global Pointer, pointeur global. Ce registre est utilisé pour gérer la zone d'allocation statique, zone data. TP Thread Pointer permet d'aider l'expression de la programmation parallèle utilisant des threads. Vous savez que tous les programmes en cours d'exécution représentent des processus et les threads, ce sont les processus légers. Donc, lorsqu'on fait switch entre les différents comme threads, il faut préserver le contexte d'exécution. Et ce registre est utilisé pour faire ce travail. PC, compteur ordinal non accessible directement, program count. L'architecture RISC-V, oui. Oui, ça veut dire que pour chaque fonction donnée, on peut utiliser 8 registres pour passer des arguments, ce qui est très généreux. Pour retourner les valeurs, on va aussi utiliser un RISC-V, les deux registres A0 et A1 pour retourner les valeurs. Donc, c'est les mêmes registres qui sont utilisés. Ça, c'est dans l'architecture RISC-V. Une autre architecture MIPS qui se base sur l'architecture RISC-V, utilise comme la méthode semblable, mais quand même spécifie, par exemple, les deux registres de retour explicitement au lieu de réutiliser les registres pour argument. Argument, ça, c'est pour passage de paramètres aux fonctions.
Pour manipuler des nombres flottants, l'architecture RISC-V contient les instructions en virgule flottante et aussi possède des registres flottants. RISC-V possède 32 registres flottantes, c'est de F0 à F31. Il existe les registres spécifiques qui permettent de configurer, de faire la configuration, gérer des privilèges, des interruptions, surveillance, ondes, compteurs. Dans RISC-V, nous avons le registre spécial CSR, Control and Status Register. Donc, il y a, c'est ça, c'est les registres spécifiques, mais c'est plutôt, on ne va pas pour l'instant de rentrer dans ces détails. Il existe aussi les registres pour les instructions vectorielles. C'est les opérations SIMD, CIND, Single Instruction Multiple Data. Ça, c'est les instructions multimédia, quelque chose pour traiter, pour faire les calculs sur les images, sur les pixels. Dans ce cas, c'est ça, on utilise ces instructions et les registres dédiés sont offerts pour ces instructions en RISC-V V0, de V0 à V31. En assembleur RISC-V, on peut définir des symboles. Ça veut dire qu'on peut spécifier du genre comme associer à un symbole une constante. C'est comme substitution textuelle, du genre, pour encore faciliter la compréhension de notre code. Donc, au lieu de spécifier les constantes, qui est difficile parfois d'interpréter, on peut remplacer ces constantes par les noms symboliques et par la suite utiliser dans notre code plutôt ces noms. Les symboles sont alphanumériques avec la portée globale dans le fichier, ne sont pas des variables, permet d'associer une valeur numérique à une constante. La directive .EQV, par la suite, symbole, virgule, valeur, permet de spécifier, d'associer une valeur à un symbole. Et il faut définir cette association avant utilisation. L'exemple, on veut définir la constante 42. Donc, comme vous voyez ici, avec la directive .EQV, on associe le nom symbolique 42 avec la constante 42. Notre association veut associer le symbole étoile au caractère étoile. Donc, encore une fois, on peut utiliser EQV. Maintenant, on peut, à la place de spécifier les constantes directement dans le code, on peut remplacer ces constantes par les symboles. Par exemple, le load immédiate est 0 étoile. Donc, on charge le code ASCII comme contenu du registre S0 et ce code ASCII comme est défini par la directive EQV. Donc, l'outil assembleur regarde ça et va remplacer notre caractère étoile par le code ASCII correspondant. Et c'est ce code qui va être chargé dans S0. A d'immédiate S1, S0, 42. Donc, ici, c'est 42 non symbolique remplace la valeur 42. Donc, à quoi ça sert ces symboles? C'est pratique lorsque on veut définir des constantes qui sont utilisées dans le calcul. C'est dans ce cas, si on change la signification de constante, donc on peut simplement dans une seule place remplacer cette constante, mais le code quand même n'a pas besoin d'être modifié.
Les étiquettes dans le code permettent d'associer un symbole à une adresse. L'étiquette est placée au début d'une ligne ou seule sur une ligne. On peut quand même déplacer l'information associée à l'étiquette sur la ligne suivante dans l'architecture RISC-V. Et l'exemple de l'étiquette affichage 2 points. Donc, il faut mettre les 2 points après l'étiquette. Donc, on associe le nom symbolique à l'adresse de l'instruction load immédiate à 7.1. Deuxième exemple, hello 2 points, point ASCII hello. On déclare comme ici, comme on associe adresse à la chaîne hello. Et vous savez déjà que une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui est défini par adresse vers son premier élément. Et hello, dans ce cas, va spécifier l'adresse du premier caractère de la chaîne hello. En ayant par la suite, en utilisant hello, cette étiquette, on pourrait accéder au caractère en jouant avec adresse vers son premier élément et en ajoutant le déplacement par rapport au début, par rapport à cette adresse. Donc, c'est ce qu'on verra avec vous lors de la manipulation des chaînes de caractères. Le code doit être présenté en utilisant les bonnes pratiques de la programmation, c'est les mêmes règles qui doivent être utilisées que celles que vous utilisez pour écrire des programmes de haut niveau. Le code doit être indenté proprement, doit être commenté correctement. Il faut utiliser les noms symboliques pour des registres spécifiés par notre Application Binary Interface avec la bonne sémantique, c'est-à-dire que les registres doivent être utilisés pour des arguments. Registres TS peuvent être utilisés pour faire les calculs. Donc, les registres dédiés comme stack pointer, SP, FP, etc. ne doivent pas être touchés pour faire les calculs. Ça, c'est commenter le rôle de registre. Donc, puisque le langage d'assemblage sert à traduire le code de haut niveau, lorsque vous associez à une variable du code de haut niveau un registre, il faut commenter ça. Il faut bien de mettre en évidence quelle information est contenue dans chacun des registres. Commenter les groupes d'instructions. Il ne faut pas commenter chaque instruction, c'est plutôt un bloc d'instructions et toujours prenez l'habitude d'écrire d'abord une solution en langage de programmation de haut niveau et par la suite utiliser votre solution algorithmique. Je souligne algorithmique. Il ne faut pas utiliser les fonctions prédéfinies dans votre solution de haut niveau parce que on ne peut pas traduire le code de haut niveau d'une fonction. Par exemple, on veut calculer racine carrée d'un nombre entier. Donc, si vous utilisez square root, comment vous pouvez traduire l'appel de square root en langage d'assemblage? Non, ça ne marche pas. Il faut utiliser une autre méthode, par exemple, la méthode de Héron pour calculer racine carrée par les approximations. Donc, dans ce cas, vous utilisez boucle et vous calculez. Donc, dans ce cas, ce code va nous permettre de faire le calcul et c'est ce code qu'on va traduire en langage d'assemblage. Ce code de haut niveau peut être utilisé comme commentaire pour un groupe d'instructions en langage d'assemblage. Utiliser la bonne représentation des constantes. Vous pouvez définir en décimal, hexadécimal, caractère, symbole.
nommer les constantes quand c'est pertinent avec la directive .eqv, éviter le code trop long et compliqué, éviter les micro-optimisations. En tout cas, l'objectif est de quand même favoriser le code maintenable et compréhensible. Et seulement optimisation, vous faites seulement lorsque ça pourrait comme nous donner vraiment, si ça pourrait donner un impact important sur le code. Donc, les petites optimisations euh, euh, trop qui compliquent le code ne sont pas favorables. L'autre chose, il faut éviter en langage d'assemblage aussi le code spaghetti, mais on va parler de ça lorsqu'on verra les énoncés de contrôle. Donc, on écrit le code le plus linéaire possible. Et ça, c'est, vous devez, vous avez aussi le lien sur le document. C'est les règles d'écriture de code en assembleur. Vous pouvez regarder les consignes dans ce document. Représentation des données. Nous avons déjà vu que chaque donnée est encodée à l'interne par un paquet de bits. La sémantique d'un paquet de bits n'est pas inclus dans le paquet et un paquet de bits peut être déclaré et stocké de façon diverse. Chaque instruction s'attend à un certain type de données, mais en fait, chaque instruction, si vous fournissez un paquet de bits, va essayer de travailler avec ces bits. Et vous savez déjà qu'un paquet de bits peut avoir plusieurs sens différents. Et maintenant, on va voir les instructions, mais ce n'est pas les instructions, mais les méthodes qui vont nous permettre d'effectuer des entrées-sorties. Les entrées-sorties peuvent nous fournir la moyenne de communiquer avec le monde extérieur. L'environnement d'exécution détermine les entrées-sorties disponibles et aussi leur modalité d'utilisation. Il y a beaucoup de variabilité de dispositifs d'entrée-sortie, incluant les entrées-sorties, c'est ça, c'est pour communiquer, possède nombreux détails. Et c'est plutôt comme on va voir avec vous de quelle façon on peut communiquer avec le monde extérieur dans le cadre de notre simulateur RARS. Les périphériques d'entrée-sortie peuvent être accédés directement, mais c'est compliqué. Mais on verra un petit peu les détails plus tard. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va maîtriser avec vous? C'est de quelle façon, dans l'environnement RARS, on peut communiquer avec les dispositifs d'entrée-sortie. En programmation assembleur, on délègue la communication avec les entrées-sorties au système d'exploitation ou simulateur. Chaque environnement possède ses propres règles de la communication. En risque 5, on utilise l'instruction eCall. Environnement call. Donc, c'est un appel système qui va nous permettre de communiquer avec le monde extérieur. eCall, pour eCall, il faut spécifier comme le service qu'on demande, un service qu'on demande. Par exemple, imprimer un entier. Par exemple, où on veut
comme saisir un entier. Dans ce cas, on doit fournir dans les registres d'arguments le numéro et par la suite d'effectuer call. Voici les conventions qui sont utilisées dans les deux environnements, sur Linux pour RISC-V et dans le simulateur RARS. Le registre A7, ça c'est le dernier registre parmi des registres d'arguments, contient le numéro de l'appel système. C'est le service qu'on demande. Les autres arguments de A0 à A6 contiennent les arguments éventuels de l'appel système. Donc, après avoir spécifié la valeur dans le registre A7 et au besoin de spécifier les valeurs dans les registres de A0 à A6, on fait l'appel sans opérande à l'instruction eCall. eCall, dépendamment du service demandé, peut retourner les valeurs dans les registres dans les registres A0 à 1. Les autres registres restent inchangés. Donc, les conseils, comment on va programmer les appels système pour rendre les appels système plus lisibles et compréhensibles. On peut déclarer des symboles, des numéros de service avec la directive .eqv au lieu d'utiliser les constantes qui spécifient les différents numéros de service, c'est plutôt on va associer le nom pour ce service avec EQV et ça va rendre notre code plus lisible. Et par la suite, on va initialiser le contenu du registre A7 avec le numéro du service en utilisant le symbole et on va effectuer l'appel système en codant l'instruction call. L'exemple, print int. Pour imprimer un entier, il faut charger la valeur 1 dans le registre A7 et mettre dans le registre d'argument A0 un nombre à afficher et faire equal par la suite. Print char, il faut mettre dans le registre A7 le numéro du service 11. A0, on place le caractère à afficher. Read int A7, il faut positionner à 5. Faire eCall et après l'appel système, un nombre loup va être chargé par le système dans A0. Read char A7 doit être positionné à 12. La sortie après eCall A0 va contenir le caractère loup. Exit, ça veut dire que pour terminer nos programmes correctement, il faut utiliser le service avec le numéro 10. Vous pouvez trouver sur l'onglet syscall dans le simulateur RARS aide pour la liste des services et la documentation pertinente. Et voici comment on fait les appels système. On va, comme vous voyez, utiliser les symboles, les noms symboliques pour les services. Par exemple, le print int, ça c'est le numéro du service 1. Exit, c'est le numéro du service 10. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous voyez, on utilise l'abcès d'instruction load immédiate. On charge comme contenu du registre A7 la constante 1, print int. Par la suite, on veut, par exemple, afficher la valeur 42 sur l'écran. Dans ce cas,
A0 doit prendre notre constante à afficher, equal va effectuer la commande. Par la suite, pour terminer mon programme, je vais charger dans A7 la constante 10 qui est maintenant associée avec le symbole exit et equal va terminer mon programme. Donc, maintenant, c'est plus compréhensible que d'écrire A7, on charge 1, par la suite, dans A0, on charge 42, etc. Maintenant, on va écrire un programme somme.s qui lit deux nombres, affiche la somme et puis termine le code. Donc, je vais ouvrir le nouveau fichier. Je vais copier qu'est-ce qu'il faut écrire, lit de nombre et il faut terminer. Ça va être mon commentaire, lit de nombre, affiche la somme et puis termine. Pour écrire plus rapidement, je vais copier, c'est ça le code qui déjà permet d'imprimer un nombre et sortir programme. Appel système utilisé printint, ça c'est un exit 10. Et maintenant, c'est le programme. Je vais quand même, n'oubliez pas qu'il faut placer l'information en colonne. On va, mais ça, c'est pas printint, il faut que on lit les deux nombres. Ça veut dire que c'est pas printint, c'est plutôt comme, on va utiliser le nom. Ça, c'est dans les notes de cours. On a nombre, read int. Ça, c'est 5. Ça, c'est read int. Et ça, c'est le service 5. Si vous regardez, ça, c'est help. Comme vous pouvez voir, dans help, nous avons la liste d'instructions de base. Ça, c'est la documentation. Par la suite, la liste des pseudo-instructions, les directives, Syscall. C'est ça, c'est les appels système. Donc, vous regardez ici, c'est ça, c'est exemple de quelle façon on doit utiliser equal. Et ici, comme vous voyez, le numéro des services, c'est par exemple read int. Comme vous voyez, c'est le numéro de service 5. Et par la suite, au retour, la valeur loup va être dans le registre A0. Donc, toute l'information est là. N'hésitez pas à regarder cette information. Donc, read int permet de lire un nombre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, A7, c'est read int. On sait que la valeur loup, ça va être retourné dans le registre A0. Donc, il faut sauvegarder la valeur A0 quelque part. Ici. Je vais effacer ça. Ça, c'est equal. Ça nous permet de lire la première valeur.
Exit, ça va terminer le programme. Mais il me reste 2 minutes quand même. C'est dommage que j'ai enlevé print int parce que ce serait intéressant d'afficher le résultat sur l'écran. Donc, on va ajouter ça c'est print int. C'est quoi le numéro de quoi? Ah, merci. Voilà. Et maintenant, c'est ça, on peut pour l'instant pour print int, il faut mettre dans $A0, dans A0 la valeur imprimée. Non? Vous ne vous souvenez pas? C'est comment imprimer en entier? Ça veut dire que c'est 5. Si on regarde ici, Cisco, print int 1, c'est print entier, A0 integer to print. Donc, c'est beau ici, comme vous voyez, on va lire un entier avec les 2 premières instructions. Par la suite, on va imprimer cet entier et finalement, on va terminer le programme. Donc, pour l'instant, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, je vais sauvegarder ce code, c'est somme. Je fais assemble et si j'exécute, comme vous voyez ici, ma fenêtre d'entrée-sortie devient active. Il faut que je saisis un nombre, par exemple les 5. Et comme vous voyez ici, c'est la valeur 5 est affichée. Maintenant, ça suffit de compléter notre programme, ajouter la saisie du deuxième opérande, calculer la somme, afficher le résultat. Donc, vous pouvez terminer ça vous-même. Et pour aujourd'hui, je vais terminer le cours. Merci.